merci à toutes d'être connectées. Avant de rentrer dans la présentation plus en détail d'Hélène et de votre parcours, quelques mots sur la raison d'être de ce webinaire et la raison pour laquelle on a voulu vous inviter à témoigner et à discuter avec nous. Donc, je suis Sophie Caillot, secrétaire fédérale à l'égalité femmes-hommes pour la Fédération des Français de l'étranger, du PS. Et à l'occasion du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, avec un peu de retard, avec 20 jours de retard, mais on est toujours en mars, donc on est bon. On a voulu vous donner la parole à une femme socialiste engagée pour l'égalité femmes-hommes, particulièrement dans les contextes où cette égalité est la plus menacée, donc les guerres, les conflits armés, et dans un milieu qui est traditionnellement très masculin, qui est le secteur de la défense et des armées. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir un échange d'une heure. On a une heure devant nous et merci encore de prendre le temps, Hélène. Qu'on va peut-être découper en deux parties. Une première où je vais vous poser quelques questions sur votre parcours et vos engagements. Et ensuite, une deuxième partie, une demi-heure où on pourra prendre des questions des participantes. Mais donc pour commencer, peut-être en quelques mots, Hélène Conway-Mouret, donc vous êtes sénatrice socialiste des Françaises et Français de l'étranger depuis 2011 et vous avez, comme je le disais, vous avez eu un parcours et plusieurs postes dans le secteur des affaires étrangères, des armées. Vous avez été ministre déléguée aux affaires étrangères, chargée des Français et Françaises de l'étranger entre 2012 et 2014. Vous avez été vice-présidente du Sénat aussi de 2018 à 2020. Vous êtes, si je ne me trompe pas, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Et vous avez été membre aussi de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Donc voilà, un parcours plein d'engagements féministes et dans des milieux armés et défense. Et donc peut-être pour commencer, une première question que j'aimerais vous poser sur votre parcours, donc avec toutes ces fonctions et même votre mandat, vous avez choisi une position qui n'est pas la plus simple, parce que non seulement vous êtes une femme au Sénat, qui est quand même une institution qui est très masculine et très conservatrice, et en plus, vous avez choisi de vous spécialiser sur des sujets de défense, qui est un milieu encore plus masculin et encore plus conservateur. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment et pourquoi vous avez choisi cette voie et aussi comment vous avez été reçu par vos collègues, majoritairement masculins et en tant que femme sur ces sujets. D'accord. D'abord, merci Sophie d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, je salue Marie-France, Mathilde, Andrew, Morgane. Voilà, c'est ceux qui se sont connectés. Vraiment très, très heureuse de pouvoir passer ce petit moment avec vous. Je pense que c'est bien, en effet, de montrer que on peut le faire. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique puisque je ne suis élue. Ah, monsieur Franck Pajot, s'il se connecte. Bonjour Franck. Je ne suis pas une professionnelle de la politique, je suis professeure. J'ai fait toute ma carrière à l'université à Dublin et je suis élue que depuis 2011. Et c'est vrai que finalement, tous ces titres, mais à chaque fois, c'est vice-présidente. Vous noterez quand même, c'est pas présidente, parce que pour être président, d'abord, il faut être un homme dans beaucoup de situations, notamment à la Commission des Affaires étrangères, et puis il faut faire partie de la majorité. Donc double peine pour moi. Mais quand j'étais universitaire, je peux vous dire que le monde universitaire, le monde de l'éducation est un monde très politique aussi où eh bien, la pyramide est la même qu'en politique, c'est-à-dire que plus on monte et plus les femmes sont rares. J'ai été nommée numéro 3 de mon université, j'avais même pas 35 ans, ce qui, pour mes collègues à Paris, puisque j'étais aussi professeur invité à la Sorbonne à ce moment-là, dans un institut de recherche, et qui était tout à fait surprenant. Ils m'ont dit qu'avec les mêmes compétences, en étant française, en France, je n'aurais jamais été nommée à ce poste-là en France. Donc nous avons aussi cette culture en France, quand même, de faire en sorte que les hommes arrivent plus souvent donc au sommet des hiérarchies. Donc je me suis alors bon,
parcours universitaire, c'était un petit peu différent dans le sens que c'était basé sur un entretien, à un moment où il y avait une nomination et donc je me suis retrouvée, j'étais la meilleure des candidats qui avaient postulé. Pour la politique, là, c'est un petit peu différent et c'est vrai que finalement, plus le temps passe, plus je suis féministe. Je crois que le Sénat en particulier, peut-être c'est une histoire générationnelle, je ne sais pas, fait qu'on a quand même encore des réflexes chez ces messieurs de penser que les femmes ne sont pas tout à fait légitimes dans certains milieux, et notamment le milieu des affaires étrangères et de la défense dans lequel j'ai décidé d'évoluer, tout simplement parce que je pars du principe que la paix est absolument primordial et que sans paix et sans sécurité, eh bien, ce sont les conditions préalables à tout autre droit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, regardez ce qui se passe en Iran, regardez, enfin, donc on ne parle de rien d'autre que de survie hein, quand un pays est en guerre. Et donc, il est primordial pour nous de travailler à cette paix. Et je pense que les femmes qui ne sont pas tout à fait invitées à participer à assurer cette paix, eh bien, ont un rôle à jouer. Et donc, je crois que c'est une histoire de volonté et de dire que les femmes ne sont pas encouragées à s'y engager, mais quand elles le font, elles ne déméritent pas. Alors, je dois avouer que ça demande peut-être un peu plus de travail, ça prend un peu plus de temps. Et là, Claude Léa s'est connecté. Donc, Claude Léa travaille avec moi dans mon équipe. Elle pourra témoigner aussi du fait que j'ai peut-être mis un peu plus longtemps que mes collègues hommes pour pouvoir affirmer mes compétences, ou parfois certains de mes collègues m'ont demandé si j'arrivais à suivre ce qui se passait. Et si, alors, je sais pas, ça paraissait tellement idiot, enfin c'était surprenant, mais ça m'avait terriblement vexée quand, en effet, on avait un jour une anecdote, hein, une conférence de très haut niveau et le collègue assis à côté de moi m'a demandé si j'arrivais à suivre. Et je lui dis, et toi? Alors du coup, il était aussi vexé que moi, donc on ne s'est pas parlé pendant quelques temps, mais voilà où on en est encore aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, donc voilà, et ça c'est juste indicatif d'un état d'esprit, d'une culture, hein. Donc c'est vrai que c'est un domaine très très masculin, mais nous sommes sur 47 commissaires à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Je crois que nous sommes 7 femmes. Ce qui vous dit, par contre, commission éducation, alors là, c'est 80% de femmes, hein. Voilà. Donc il y a comme ça culturellement des attaches. Et moi, j'ai voulu, pour des convictions tout à fait personnelles aussi, peut-être parce que j'ai vécu dans un pays en guerre, hein. En Irlande, il y avait une guerre civile, donc je sais le bruit des bombes, je sais qu'on peut être arrêté dans une rue et plaqué contre un mur. Voilà, tout ça, je l'ai vécu. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé dévouer ma carrière politique finalement au maintien de la paix. Et c'est pour ça que je m'engage pour la défense. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je crois qu'une guerre se gagne avant la guerre, c'est-à-dire par la dissuasion, de montrer que finalement, dans un monde où c'est la loi du plus fort aujourd'hui qui prime, mais de dire que si on est aussi fort que l'autre, on peut le dissuader d'avoir envie de nous taper. Voilà, donc ce que je dirais pour terminer sur cette question, c'est que ça demande un travail sur soi, de ne pas s'auto-censurer. Je pense que c'est vraiment très très important. Je pense que nous avons aujourd'hui, avec les différents mouvements qui existent, aussi une certaine solidarité, une certaine écoute qui existe parmi les femmes qui n'existaient pas auparavant et qui fait que nous avons des hommes, et ceux qui se sont connectés aujourd'hui ont cette fibre-là de se dire que le monde est fait à 50% de femmes et 50% d'hommes, et que c'est bien dans cet équilibre-là que nous avançons et que nous pouvons avoir peut-être pas un monde parfait, mais un monde quand même qui tourne beaucoup mieux que ceux où les femmes sont finalement recluses ou interdits de participer à la vie de la cité.
Ouais, merci. C'est des belles, enfin, des très belles paroles et c'est vrai que c'est assez encourageant aussi de voir enfin, je pense que c'est quelque chose qui manque, les rôles modèles, de voir des femmes engagées et qui réussissent à s'engager et à faire porter leurs convictions. Il y en a trop peu. Il y en a de plus en plus, heureusement, mais il y en a encore peu et je pense que pour les générations à venir, elles auront de plus en plus de rôles modèles. Donc merci pour ce témoignage. Et peut-être une question sur justement ces engagements et ces combats sur la place des femmes dans les conflits armés sur lesquels vous avez travaillé, aussi bien en tant que donc les femmes en tant que victimes, donc aussi bien civiles que militaires, mais aussi le rôle des femmes en tant que femmes soldats, femmes militaires. Et même peut-être leur absence de rôle dans la résolution des conflits. Je sais que tout ça, c'est des thèmes sur lesquels vous avez travaillé, recherché, interrogé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les constats que vous dressez et aussi peut-être surtout les leviers que vous identifiez et qui pourraient être activés pour améliorer la prise en compte des femmes sous tous les rôles qu'elles peuvent avoir dans les conflits? Oui, alors ces deux papiers sur lesquels nous avions travaillé avec Claude Léa, que j'ai présenté un à Amsterdam et l'autre à Barcelone, dans le cadre du Women's Forum. Hein. Donc, en effet, les femmes comme victimes et actrices dans les conflits, et puis aussi, est-ce que les femmes ont un rôle à jouer et quelle place leur est laissée, hein, dans la résolution de conflits. Et en fait, ça nous a amené à faire pas mal de recherches, de retirer en effet des conclusions qui finalement étaient assez fascinantes, où en effet, femmes victimes, en fait, on ne parle pas beaucoup des femmes dans les conflits. On parle plutôt des hommes qui sont sur le front. Vous avez des statistiques de morts aujourd'hui du côté ukrainien et russe, mais ce sont des militaires qui sont répertoriés comme ayant été tués. Alors que les femmes meurent autant, mais de façon plus insidieuse, parce que souvent les hôpitaux sont détruits et donc si elles ont des pathologies, elles ne sont pas soignées. Parce que souvent, en cas de pénurie, notamment alimentaire, les femmes se privent par rapport à la famille. Ce sont elles qui font vivre la famille quand le papa, enfin l'homme de la maison est parti. Non seulement elles font vivre la famille de façon pécuniaire, mais également enfin, en travaillant, en allant leur chercher la nourriture. On a trouvé beaucoup d'exemples de femmes qui ont été tuées en sortant, justement, chercher à manger. Elles sont sorties des abris et elles ont été tuées à ce moment-là. Des femmes qui... le viol, les violences sexuelles sont utilisées aussi comme armes de guerre. Les femmes peuvent en mourir aussi. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais voilà. Et donc, les femmes sont victimes, sont autant victimes que les hommes et ne sont pas répertoriées dans ces statistiques. Et c'est un vrai sujet. Et là, quand vous écoutez aujourd'hui, par exemple, les nouvelles, et on vous dit, bon, il y a eu 3200 morts, par exemple, en Iran, à cause des bombardements. Mais ce sont des victimes, généralement femmes et enfants. Il y a bien sûr des hommes, hein, parmi ceux-là, mais ce ne sont pas forcément des combattants. Et là, les femmes peuvent être majoritaires, mais on ne les nomme pas, parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Mais non, ce sont des victimes de guerre aussi. Alors, en Ukraine, nous avons un phénomène qui est tout à fait nouveau, enfin nouveau. C'est le deuxième pays finalement où les femmes s'impliquent. Les femmes kurdes culturellement, sont à parité, à égalité des hommes dans tous les domaines, et le domaine militaire. Et les femmes kurdes ont toujours été formées, entraînées à la guerre. Aujourd'hui, en Ukraine, pour la première fois dans une guerre, on va dire, occidentale, les femmes sont en première ligne. Il y a à peu près 6 000 femmes qui sont engagées, volontaires. Donc, on voit là des actrices aujourd'hui, mais culturellement, les femmes, alors, se sont émancipées lors de la dernière guerre mondiale, puisqu'elles ont travaillé dans les usines, elles ont travaillé partout, et beaucoup n'ont pas voulu rentrer chez elles après.
Mais aujourd'hui, on a cet engagement et un changement culturel quelque part qui va forcément laisser des traces pour après. Ou je ne dis pas que c'est une bonne chose que les femmes soient en première ligne, mais cela veut dire d'abord qu'elles sont acceptées par les hommes et aussi que la guerre change de teneur, puisque aujourd'hui, ces femmes sont souvent engagées à diriger des drones, par exemple, à faire de la logistique et à faire des choses qui font qu'elles sont en première ligne, mais on n'est plus dans la guerre traditionnelle, malheureusement, que les hommes continuent à mener, genre guerre de tranchées. Après, pour la résolution des conflits, alors là, c'est absolument un désastre total puisque j'ai rencontré, c'est devenu quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect et voilà, que j'ai aidé à sortir d'Afghanistan. C'est la députée, c'est elle qui a été à l'initiative de la législation pour l'éducation des filles en Afghanistan. Qui aujourd'hui est en exil, bien évidemment, à Londres et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer dans son pays pour réintroduire l'éducation et tout ce que l'on a enlevé aux femmes. Mais elle était la seule femme qui a participé aux accords de Doha, donc entre les talibans et les États-Unis. Bon, elle avait été invitée et elle m'a raconté, mais on a trouvé ça aussi dans les archives et tout ce que j'ai pu lire pour préparer notamment ce papier. Euh, L'apport des femmes est totalement différent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement dans une résolution de territoire, de frontières, militaires, qui a gagné, là. Elles sont véritablement dans la reconstruction du pays pour avoir une paix durable. La reconstruction du pays, ça passe par la reconstruction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures qui sont dirigées vers la population. Et cela, eh bien, les hommes n'y pensent pas spontanément. Ils sont sur voilà, des lignes de front, sur euh, des compensations financières, enfin d'autres sujets. Donc là aussi, si les femmes étaient invitées, je pense que les paix seraient un peu plus durables que celles qui sont négociées entre quelques hommes sur un coin de table. Euh, voilà. Donc, je crois avoir répondu, c'était les deux Ouais, questions, hein. ouais, Voilà. merci. Et peut-être justement sur la question de la résolution des conflits, pour que les femmes puissent y participer aux négociations de paix, encore faudrait-il qu'il y ait plus de femmes diplomates. Et je crois que c'est aussi un sujet sur lequel vous avez travaillé, Ah oui. plutôt sur la diplomatie féministe, la difficulté des carrières quand on est diplomate et les freins que ça peut représenter pour les femmes dans ces carrières-là. Même type de questions. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des enseignements que vous avez tirés, vous avez rencontré, je crois, des ambassadrices du monde entier. Est-ce que vous avez aussi identifié des leviers à ce niveau-là pour aider les femmes à accéder aux carrières de diplomates? Avec mon équipe. Alors, d'abord, quand j'étais ministre, Laurent Fabius avait été plutôt, plutôt choqué quand je l'avais motivé pour organiser une réunion pour le 8 mars et qu'il s'attendait à une salle pleine de femmes et il n'y en avait que quelques-unes. Je lui dis que ça représentait à l'époque, finalement, les femmes ambassadrices que nous avions, qui étaient moins de 10%. C'était en 2012. Et donc, nous avons mené une vraie politique de féminisation, mais là aussi, de ne pas considérer que simplement les grades C, enfin les secrétaires d'ambassade et ainsi de suite, étaient les femmes et que dès qu'on devenait consul ou ambassadeur, bien évidemment, là, il n'y avait plus personne. Et donc, il y a eu deux mouvements. D'abord, de créer ce pool de femmes qui auraient suffisamment de compétences pour être nommées. C'était important. Et puis de commencer à nommer des femmes, et pas simplement dans les postes où personne ne veut aller, bien évidemment, parce que ça serait un peu facile, mais dans des grands postes. Et ça s'est passé, puisque nous avons eu des femmes qui ont... Alors, les grands postes, vous les connaissez, hein, c'est Pékin, c'est Londres, c'est Moscou, c'est Washington, Rome, enfin voilà.
Et donc, on a beaucoup, beaucoup avancé. Et aujourd'hui, alors je continue, hein, j'ai continué via la délégation aux droits des femmes. Ben, j'avais travaillé d'ailleurs sur les femmes militaires. On avait fait un super rapport. Vous pouvez le lire parce que tous les rapports sont en ligne, hein. Donc, si ça peut servir d'archive si vous faites des recherches dans un domaine particulier, parce que le Sénat s'était jamais intéressé justement aux femmes militaires, aux obstacles qu'elles pouvaient avoir pour devenir officier, pour avancer, pour être promu. Et pour les diplomates, c'était la même chose, mais c'était en interne. Et là, ce sont des fonctionnaires, donc c'est un peu plus facile, on va dire. Et donc, on a réussi avec une vraie politique volontariste. Et puis j'ai continué. Et là, avec mon équipe, nous avons une vraie politique féministe d'abord parce que je rencontre en effet beaucoup de femmes ambassadrices. Alors, c'est pas que je veux pas voir les ambassadeurs, c'est pas le sujet, hein, je les rencontre bien évidemment. Mais disons que je fais des réunions avec des femmes. Et nous avons organisé, bah, c'était à mon initiative et le ministère a suivi, une rencontre au ministère parce que le ministère a publié, et là aussi vous invite à regarder un document qui est assez, assez impressionnant. Alors sur le papier, bien évidemment, après il faut dérouler ça dans le temps, hein, mais sur comment lever tous les obstacles pour que les femmes puissent être promues, que les femmes puissent avancer, que les femmes soient motivées pour s'engager également dans un métier qui est pas facile, hein, où on change de pays tous les 3 ans avec la famille. Enfin, voilà, c'est un mode de vie quand même assez particulier. Et avec des conjoints bah, qui doivent suivre. Et là, c'est dans le sens inverse. Et donc, ils ont une vraie politique aussi pour les accompagnants, hein. On en est aussi, par exemple, à passer des accords avec un certain nombre de pays pour que les conjoints aient le droit de travailler, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais ça peut être un vrai blocage au départ à l'étranger, hein. Quand le conjoint dit, mais moi, je vais pas laisser ma carrière pour te suivre. Et on sait que 3 ans, ça peut être un peu long quand on est séparé quand même, hein, surtout si on est posté à l'autre bout du monde. Donc, je continue avec succès. Et donc, c'était un bel événement. Il y a aussi quelques ambassadeurs. Ils n'étaient pas très nombreux, mais les ambassadeurs étaient parfois représentés aussi de certains pays. Et donc, voilà. Donc, c'était pour les diplomates comme pour les militaires. On peut faire des choses et pendant la loi de programmation militaire, alors je vais vous dire, là aussi c'est une autre anecdote, mais j'ai pas lâché, puis finalement ils ont été obligés de le voter. Euh, Pendant les travaux de la délégation, nous avions identifié un sujet pour les femmes qui était que quand elles sont enceintes, elles ne portent plus l'uniforme. Or, une femme officier qui n'a pas son uniforme et qui arrive avec des vêtements civils, eh bien, le regard porté sur cet officier, vous savez, tout est bien gradé, hein, dans l'armée, change avec le temps. Et ces femmes disaient que bah, tout ce qu'elles voulaient, c'était un uniforme qui puisse s'adapter. Alors j'ai demandé au Sénat, les huissiers, en effet, ont des pantalons, des jupes, simplement, qui vont avec le changement corporel. C'était tout simple. Et mes collègues ont trouvé bon d'appeler cet amendement l'amendement élastique. Alors, ils se sont fichés de moi, et puis dans un premier temps, et puis je leur ai expliqué quand même que un homme qui viendrait habillé en tenue de sport parce que il ne pourrait pas porter son uniforme aurait quand même quelques problèmes, et qu'est-ce que ça signifierait pour eux? Et donc, pourquoi est-ce qu'une femme devait se passer de porter son uniforme le temps de sa grossesse? Voilà, donc bon, ils l'ont voté pour me faire plaisir, je crois, mais et c'était une priorité pour les femmes militaires. Vous voyez, ça paraît totalement anodin, mais le fait aussi, un autre amendement que nous avions préparé qui est passé, d'adapter les horaires de travail pour un enfant malade. Parce que les horaires, voilà, et que la personne ne soit pas postée à l'autre bout du monde à ce moment-là. Voilà, d'avoir des dérogations pour pouvoir conjuguer vie familiale et que cette femme ne se retrouve pas à quitter l'armée ou à ne pas pouvoir faire progresser sa carrière correctement parce qu'il y a quelque chose d'imprévu dans sa vie personnelle. Voilà.
Donc, ça, c'est des façons sur le plan législatif de... Ah, là, il y a quelqu'un qui s'est Ouais. Franck, branché. Franck, je crois que ton micro est ouvert. Franck Pajot. Euh, Voilà, merci Franck. Voilà. Bon, et écoutez, alors, voilà, voilà, c'était juste des exemples qui me reviennent à l'esprit. votre amendement est passé, ça veut dire que maintenant, grâce à vous, les femmes militaires ont des jupes élastiques. Alors, l'amendement est passé, mais j'ai vérifié plusieurs fois et ça n'a jamais été mis en place. Ah oui? Hmm. Mais il est dans la loi, donc elle pourrait le réclamer. Bon, merci pour, pour elle et pour tous ces combats. Peut-être une dernière question de ma part avant qu'on puisse laisser l'audience aussi poser des questions. Ah oui, Plus le temps passe, ouais. sur l'actualité géopolitique, vous nous avez dit avoir rencontré des femmes combattantes et notamment des femmes ukrainiennes. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elles vous ont raconté de leur quotidien, de ce de toutes les difficultés qu'elle rencontre depuis le début de la guerre menée par la Russie et peut-être aussi là d'un point de vue plus politique, hein, comment selon vous la France et l'Europe doivent se positionner dans ce conflit qui s'enlise et on n'en voit pas la fin. Alors, les femmes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées à Munich. Vous savez, le Munich Security, voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré Hélène à ce moment-là aussi, qui avait organisé une réunion sur le thème de la sécurité et qui avait ramené énormément de monde, ce qui montre bien que c'est quand même un sujet qui aujourd'hui est dans l'esprit des gens, qu'une certaine inquiétude quand même, avec besoin de comprendre ce qui se passe, d'appréhender toutes ces informations hein, qui nous bombardent tous les jours. Euh, Ces femmes ukrainiennes que j'ai rencontrées sont absolument, elles sont touchantes, elles sont émouvantes de courage, de résilience. Ce sont des femmes qui ont une force intérieure pour faire face à tout en même temps. Ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois gérer la famille, s'assurer d'un revenu pour pouvoir manger, assurer la sécurité, être engagé également, porter un uniforme et s'engager et revenir du front. Et donc, c'est une organisation absolument incroyable et qui fait que dans leur vie, il n'y a plus que la guerre. Il n'y a plus rien. Rien d'autre n'existe. Et là, on se dit que, le- que les êtres humains ont des choses, enfin une force phénoménale, avec là peut-être aussi cet instinct maternel ou autre, et que les femmes sont quand même très très fortes. Voilà, enfin, je n'en doutais pas auparavant, mais quand on les voit, enfin moi j'étais très très émue hein, d'écouter. Une avait écrit sur la ligne de front, ils étaient bombardés d'attaques de drones sans arrêt. Elle a écrit un poème. Elle l'a lu, mais tout le monde a pleuré. C'est incroyable. Voilà. Merci. Ça devait être intense comme moment. Ah oui. Est-ce que on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc vous avez la chance de pouvoir, enfin, de pouvoir, je pense, tout poser vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, poser une question à Hélène? Je crois que Marie-France, pardon, Marie-Rose. Il faut mettre le micro. Il faut brancher le micro. Les lèvres bougent, mais on n'entend pas. Ah, je pense que Voilà, c'est bon. Ouais. je pense que c'est bon maintenant, oui, excuse-moi. Juste une anecdote pour renforcer justement les efforts d'Hélène pour que les femmes puissent accéder à des postes plus importants dans la diplomatie aussi. Il se trouve que actuellement à Tokyo, nous avons une femme consul et une femme ambassadrice. Oui. Ça illustre, je pense, un aspect positif des efforts qui sont faits par certaines personnes, dont Hélène. Voilà, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. Bah oui, c'est un très bel exemple parce que, en effet, le Japon est un poste important
Et généralement, c'était voilà, des diplomates à qui on devait faire plaisir ou remercier et qui étaient envoyés dans ce poste un peu prestigieux. Et là, on voit que maintenant, on se dit qu'on envoie des femmes, ce qui veut dire qu'il y a aussi cette reconnaissance des compétences qu'elles ont pour gérer des situations politiques qui sont quand même assez sensibles, hein, et voilà, qui sont importantes au niveau mondial. Donc, ça montre aussi cette montée en puissance des compétences des femmes parce qu'on a su leur donner la chance dès le départ de pouvoir se positionner, et de pouvoir monter en grade. Parce que ce que nous ne voulions pas, c'est nommer une femme parce qu'elle est femme. Mm, Voilà. Et mm, qu'ensuite on dise, ah bah voilà, vous voyez, elle est nulle, elle sait pas, voilà. Et mm. donc, il fallait que nous fassions attention à cela. Et Est-ce, ça est-ce que, marche. est-ce que vous voyez ou vous pensez que les femmes ont une façon différente de gérer, par exemple, les relations diplomatiques? Est-ce qu'une femme diplomate aura une façon d'aborder des tensions différentes ou est-ce que là, c'est en fait du stéréotype et il n'y a pas de différence finalement entre une femme expérimentée, un homme expérimenté, ils auront la même gestion des affaires étrangères? Je crois qu'ils ont la même gestion, parfois les femmes sont plus dures. Non, non, je le dis, c'est une sorte de résistance à la pression, un peu à l'image de ce que les femmes ukrainiennes ont en elles aujourd'hui, enfin celles que j'ai rencontrées là, qui étaient juste waouh, phénoménales. Mais avec le temps, parce que aussi pour arriver à ces postes-là, elles ont dû se battre, hein, et pas se laisser faire pour être nommée ambassadrice et puis ambassadrice pénitentiaire et puis ambassadrice, enfin, les différents niveaux là aussi, hein. Et donc, ça veut dire qu'elle commence à avoir le cuir un peu épais, hein, comme on dit communément. Est-ce qu'on a d'autres questions dans des participants, participantes? Oui, Mathilde, Oui, bonjour. Morgane, oui, Mathilde. Oui, alors, merci beaucoup Sophie et Hélène pour ce webinaire et pour les questions, les premières questions. Je m'appelle Mathilde Baudouin, donc j'habite à Bruxelles. Je suis française, j'habite à Bruxelles. Je travaille pour l'organisation qui s'appelle l'Union des fédéralistes européens. Donc on travaille beaucoup sur des enjeux de défense, surtout en ce moment, parce que donc on a cet objectif d'une union fédérale des États membres de l'Union européenne. Donc on voit que ça se joue parfois sur certains aspects assez concrets. Donc une défense commune européenne, c'est notre combat actuel. Donc bon, ça me parle beaucoup ce dont vous parlez. Mais en particulier, dans votre introduction, je me suis identifiée à plusieurs choses que vous avez mentionnées et je trouve que d'ailleurs, s'identifier à des personnes de pouvoir, c'est quand même assez important en tant que jeune femme, jeune professionnelle. Je trouve que c'est très important de pouvoir euh, partager certaines anecdotes, certaines expériences qui donnent ce courage de comme vous l'avez dit en commençant, on peut le faire. Bah, c'est toujours plus vrai, ça résonne toujours plus quand on voit qu'on a parfois des doutes similaires ou des expériences à peu près similaires. Donc, je vous remercie pour ça. Et aussi pour cette notion de se faire confiance. Bon, bah, c'est euh, plus, ça a plus de poids quand on a des personnalités comme vous qui se sont fait confiance et qui y sont parvenues. J'avais quelques questions dans ce qui a été déjà dit précédemment. Bon, de mon expérience, en étant une femme en plus jeune sur des dossiers assez techniques et dans une position de leadership, je me heurte quand même à plusieurs difficultés et parfois j'ai l'impression un petit peu de marcher sur des œufs. De marcher sur des œufs parce que j'ai l'impression d'être dans un constant test de mes capacités, de mes compétences, de mes capacités organisationnelles, donc vraiment de logistique, de réflexion, d'efficacité, etc. Et puis après de ma compréhension. Donc vous avez évoqué cette fameuse anecdote. Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans cette commission très technique? Bon, voilà, ça m'arrive aussi
très fréquemment. Et voilà, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Et j'étais intéressée d'en parler parce que parfois j'ai l'impression que si je m'impose trop, alors je vais être vue comme la féministe de service. Et donc on va dire, bon, bah, de toute façon, elle, oui, elle est dans son truc, voilà. Ou alors, si je le dis pas, enfin, si je reste un peu en retrait, bon, on va me donner de moins en moins la parole. Et bon, c'est toujours assez compliqué de se faire entendre et de s'imposer dans ces moments-là. Bon, donc ça, c'est cette première notion que j'aimerais évoquer avec vous, de ce test permanent, en fait, qui est très épuisant. Et puis, vous avez juste évoqué le cas des ambassadeurs, des ambassadrices nommées femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas dans l'exemple qui vient d'être évoqué. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me d'avoir l'impression d'être la carte parité. Et donc, ça a remis en question ma légitimité aussi dans ce cas-là, parce que j'avais l'impression d'être là, parce que c'était bien d'avoir une femme dans ce débat politique, ou c'était bien d'avoir une femme autour de cette table ronde. Bon. Donc, à nouveau, ce test perpétuel de la légitimité, des compétences, etc., que j'aurais voulu aborder avec vous. Et une question très concrète, vous avez parlé du rapport des femmes militaires. Je voulais savoir l'année euh, ou peut-être le titre pour le retrouver plus facilement. Voilà, ça c'était mes deux questions. Merci beaucoup. Alors pour la dernière, je crois que Claude Léa va trouver à la fois le lien, enfin le titre et l'année. C'est la délégation aux droits des femmes. Il doit y avoir 7-8 ans. Mais il faudra le retrouver. C'est le seul hein, qui est. Je crois que c'est les femmes et l'armée. Mais on va le retrouver. Puis Claudia est assez efficace, si elle est encore là, oui, de peut-être pouvoir vous envoyer le lien ou le poster là sur la discussion, comme ça vous l'aurez. Alors, les deux choses, le test et en fait, les deux questions sont intimement liées. Les hommes ne se posent pas de questions. Et nous nous en posons trop. Parce que quand vous dites, vous avez confiance en vous-même, hein, en fait, je ne crois pas avoir plus confiance en moi que les autres, peut-être un peu moins d'ailleurs, et d'avoir un doute permanent. Mais je crois que c'est lié au fait d'être une femme aussi, hein, peut-être, je ne sais pas, c'est culturel. Donc, c'est pas une histoire de confiance, mais à l'époque où finalement je me suis présentée dans mon université pour être nommée numéro 3. Je me suis pas posé de questions si c'était ma place, si j'y suis allée comme un homme se serait présenté. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été nommée, en fait. Et c'est vrai que plus le temps a passé, notamment au Sénat, ensuite dans le monde politique, un peu plus politique, euh, et un domaine où, en effet, il m'arrive d'être seule. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être seule, la seule femme dans. Donc, j'étais pas invitée pour, pour la parité, là, pour le coup. Mais parce que j'étais la seule à être acceptée dans ce cercle-là. Mais à chaque fois, je l'ai mentionné, je l'ai fait remarquer. En disant, je me souviens en Italie, c'était le Sénat italien. Il y avait 60 personnes, c'était à huis clos, hein. Très très haut niveau, il y a tous les SEMA, enfin bon, bref, tous les patrons étaient là. Et j'étais assise à côté du président, donc qui présidait la séance, et je lui ai dit que quand il m'a passé la parole, que j'avais un poids énorme parce que j'avais la moitié de l'humanité que je représentais à moi toute seule dans cette salle. Alors ils se sont tous regardés en disant bah oui, c'est la seule femme. Bon, donc je m'étais fondue finalement dans le moule où ils ne me considéraient pas comme femme, mais comme membre à part entière et tout à fait légitime et ainsi de suite. Et donc là, je me suis dit, bon, là, je suis arrivée à ce niveau-là où homme-femme ce n'est pas important. Mais je crois qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Il ne faut pas se dire, non, je suis là parce qu'ils ont besoin de la parité. Non, vous êtes là parce que vous êtes là et que vous représentez ce que vous devez représenter, très bien. Et que vous allez le faire aussi bien qu'un homme, peut-être mieux d'ailleurs, parce que vous aurez travaillé 2 fois plus pour y arriver.
Parce que vous savez que vous êtes jugé sur vos compétences aussi. Je vais revenir à ma première vie, qui est la vie universitaire. Le premier conseil d'examen que j'ai présidé après ma nomination était au niveau master. Et c'était dans la faculté des sciences de mon université parce qu'on changeait de département pour être totalement neutre. Et j'avais passé 2 jours à apprendre absolument toutes les règles qui régissaient la tenue d'un conseil d'examen et puis les différentes, enfin, tout ce qui pouvait s'y passer. Et quand je suis arrivée, j'ai vu la tête des collègues en disant, waouh, une femme qui vient présider cela avec les 2 secrétaires, bon, de séance. Tout s'est bien déroulé et je retourne dans mon bureau. Je dois dire que j'étais soulagée parce que je l'avais pris comme une épreuve, un test. Tiens. Et le collègue, donc directeur du département, qui était mon homologue de fait, a cru bon de m'appeler pour me dire, fouf, ça s'est bien passé. Et je lui dis, pourquoi ça ne se serait pas bien passé? Comme l'individu assis à côté de moi, me demandant si j'arrivais à suivre ce qui était dit parce que c'était trop élevé pour mon petit cerveau de femme. Alors il me dit, ah bah non, mais il va bafouiller, non mais parce que tu sais, c'était le premier, puis bon, c'est vrai, on était surpris, du coup il était très... Mais sa réaction, c'était ça. Pouf, on est soulagé, ça s'est bien passé. Bah oui, mais si... Je dis, mais tu sais, si c'était un collègue homme qui vous a été envoyé, tu l'aurais appelé pour lui dire, pouf, ça s'est bien passé? Non, tu l'aurais pas fait. Bon, après, il s'est excusé, mais voilà. Et donc, oui, moi, je l'avais pris comme un test, mais c'est vrai que eux, dans leur esprit, et c'est ce que vous ressentez, en fait, ça peut être ça, mais il faut pas intégrer ce que les autres pensent. Vous savez ce que vous êtes en capacité de faire, vous savez ce que vous pouvez faire, et il faut y aller. C'est une histoire de confiance. En fait, ce terme est important. Vous savez, avec les chemins de la réussite, c'est une association qui a été créée par un commissaire divisionnaire, un type extraordinaire qui aurait pu soit passer sa vie en prison, soit devenir commissaire. Il est devenu commissaire. Et il a créé les chemins de la réussite. Et donc, j'ai marrainé tout un tas de jeunes gens, et dont les premières jeunes filles qui aujourd'hui sont enfin, travaillent, qui étaient en décrochage scolaire total. Les pauvres étaient nés dans les mauvaises familles, le mauvais environnement socio-économique, enfin bon, leur vie avait été un désastre, et je les ai récupérées et je les ai suivies. Et parce que je les ai suivies, elles se sont accrochées. Non seulement elles ont passé leur diplôme, mais elles sont allées dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui, toutes les deux sont employées. Et donc, on les met en avant comme exemple à suivre. Et ce que Sophie a organisé aujourd'hui, pour moi, je le vois comme ça. De dire oui, c'est possible. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme cela peut être le cas pour beaucoup, avec des études particulières. À chaque fois, je me suis battue, à chaque fois, je me suis accrochée, à chaque fois qu'il y a une opportunité, je fonçais. Alors, je ne sais pas si j'ai eu plus de chance que les autres, peut-être pas, je ne sais pas, mais je l'ai fait et j'y suis arrivée. Et donc, ça veut dire que c'est possible. Et c'est ça que j'essaie de dire et de transmettre à tous les jeunes et moins jeunes, de dire que voilà, il n'y a pas de fatalité dans la vie, hein. Il faut saisir les opportunités quand elles sont là. Morgane, je crois que tu avais levé la main. Oui, merci, merci beaucoup Hélène pour ton témoignage et puis pour tout ton travail. Peut-être une question par rapport à peut-être donc comme moi je vis aux États-Unis et on vit depuis 2 ans un retour en arrière en fait de beaucoup de choses par rapport au combat féministe. Et donc, et je pense que tu l'as dit un petit peu aussi que rien est jamais gagné en fait. Et par rapport à ça, en fait, j'aurais voulu savoir ce que toi tu pensais, quelle était la plus grande priorité que tu voyais par rapport
par rapport au combat pour la cause féministe qu'on a à mener, et peut-être aussi dans une perspective politique. Donc nous, on commence nos campagnes consulaires, donc peut-être par rapport à ça aussi, si tu as des choses à nous partager par rapport à ce qu'on peut faire pendant nos campagnes consulaires, parce que ouais, c'est une question pour nous en ce moment. Voilà. Merci Morgane. Bah voilà, tu es aussi un très bel exemple hein, et puis vous toutes qui êtes connectées aujourd'hui de ce que l'on peut faire dans son domaine particulier, hein, puisque Morgane est une chercheure très, très reconnue aux États-Unis. Chose même. Chercheuse, oui, chercheuse. Je dis une chercheur, mais bon, Ouais. chercheuse. Oui, parce que chercheuse, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui cherche, mais qui trouve pas forcément. Ouais, Donc, mais il y a un truc où c'est quelque chose où on féminise pas les métiers, plus les métiers sont élevés dans la hiérarchie, moins on les ouais. féminise en fait. Donc moi Non, mais pardon, moi c'était, j'ai dit une chercheure, mais ouais, ouais, ouais. je t'avais féminisé, mais pas chercheuse, parce que je disais non, chercheuse, c'est, voilà, elle va chercher bon, bref. Oui, bon, écoute, c'est un sujet très, très politique que tu abordes. Je pense que nous sommes en effet dans une inversion, mais un peu partout, hein. On voit que dès lors que les libertés sont réduites, et malheureusement c'est le cas aux États-Unis quand même aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont ciblées prioritairement, hein, avec cette volonté aussi du retour à l'enfermement, la tâche traditionnelle de la maternité, de la bonne mère de famille qui fait la cuisine et qui s'occupe de la maison et qui n'est pas indépendante financièrement. Et donc ce manque d'indépendance fait que ben, elle est obligée voilà, de suivre la vie qu'on lui impose, et que le mari ou le conjoint ou le partenaire lui impose. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce retour-là. Et moi, j'y vois deux dangers. C'est que il peut y avoir des mouvements féministes très forts qui s'inscrivent en confrontation, alors que nous avons besoin que les hommes réalisent qu'ils ne peuvent pas adhérer à ces mouvements masculinistes et que tout ça est un retour à des trucs enfin obscurs. Enfin, voilà, que le monde a évolué, où maintenant, en effet, les femmes peuvent aspirer à cette égalité des droits et à cette parité qui soit imposée dans le monde du travail, dans le monde associatif, enfin dans le monde global. Et donc, il y a ce vrai danger de confrontation qui peut être violente et qui ne va pas forcément déboucher sur le fait que les femmes gagneront. Donc, moi, je préférerais des mouvements, en effet, où on gagne sur le plan législatif, mais pas forcément dans la confrontation. Il ne faut pas que ce soit les hommes contre les femmes. Parce que voilà, je travaille avec beaucoup d'associations féministes et certaines, je trouve, ont une tendance aujourd'hui à s'éloigner, c'est contre les hommes. Enfin, c'est pas comme ça qu'on. Enfin, c'est ma vision, hein, peut-être ai-je tort, hein. Parce que celles qui ont gagné ou fait avancer les droits des femmes l'ont fait par le droit, par le changement de mentalité, en exposant la réalité du monde et non pas en, en opposant les hommes et les femmes. C'est ce que j'essaye de dire. Euh, alors pour les consulaires, euh, il y a enfin, il y a du travail qui peut être fait et qui est fait par le ministère, notamment, enfin, moi, j'avais par exemple, quand j'étais ministre, introduit dans la formation des agents consulaires un module de formation pour sensibiliser tous les personnes, notamment à la réception,
en cas de notification d'une femme sur un mariage forcé, sur l'excision, enfin sur des pratiques qui feraient que des femmes parfois se retrouvent dans les consulats demandant de l'aide parce que dans le pays où on les a envoyées, qui est souvent le pays de leurs parents, elles ont subi un certain nombre de violences. Et les diplomates ne savaient absolument pas comment traiter cela. Moi, j'étais choquée. En 2012, on avait zéro retour de mariage forcé de jeunes Françaises, alors que les Anglais avaient des milliers de cas que le Home Office traitait. D'ailleurs, je suis allée passer 2 jours à Londres au Home Office pour voir comment ils travaillaient, ce qu'ils faisaient, les bonnes pratiques qu'on pouvait en tirer. Et dans la foulée, nous avons en effet mis en place ce module. Nous avons pris attache avec des associations à la fois en France mais à l'étranger pour venir en aide à ces femmes. Donc ça, les élus peuvent le faire parce que vous êtes sur place. Et donc de travailler à être ces relais pour faire en sorte que ces Françaises puissent accéder dans beaucoup de pays où cela est nié, enfin, où n'existe pas, où il n'y a pas de législation pour la prise en charge de femmes victimes de violences, puisse être réalisée. Donc, mais cela dépend des pays. Donc, suivant les pays où vous êtes, en effet, il y a un rôle, il y a des combats à mener pour les femmes. euh, pour les aider, même par rapport à des associations locales où l'élu peut être aussi la personne récipiendaire non pas de la plainte, mais de la demande d'aide d'une femme qui n'osera pas peut-être aller au consulat, mais qui va aller spontanément vers son élu, qui doit être au courant des associations qui existent localement pour une prise en charge éventuelle, pour une aide qui peut être apportée, et ainsi de suite. Donc on peut faire voilà, on peut faire des choses. Mais ce mouvement est international, hein. Il est en parallèle de la montée de tous ces mouvements nationalistes, nationalisme, masculiniste, tout ça, ça rime. Mais en fait, ils vont tous dans le même sens, malheureusement. Merci Hélène. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question? Parce je me suis engagée à libérer Hélène à 15 heures. Ah Donc, c'est oui, une parce que dernière question. mon dos n'en peut plus, là. Il va falloir que je le bouge. Marie-France, est-ce que tu essaies de nous parler ou non? Oui, si on accepte, oui, juste une petite intervention. Revenir sur quelque chose, sur des choses que Hélène a dit à la suite de l'intervention de Mathilde. Effectivement, il ne faut pas avoir l'air de s'excuser d'être là. Ça me paraît très important pour s'imposer sans non plus être agressif ou agressive, pardon, en ce qui nous concerne. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote qui m'est arrivée bah, il y a 2, 3 ans, lorsque ça s'est su que j'étais associée, qu'on m'associait au bureau de l'OLES Japon. Une femme dans la quarantaine qui me dit, mais ça vous intimide pas trop là d'être avec tous ces messieurs, parce qu'effectivement c'était que des messieurs, mais que je connaissais déjà pour la plupart d'ailleurs, d'être avec tous ces messieurs là comme ça. Je dis bah non, pourquoi ça devrait? Alors qu'elle-même, elle était sur une liste qui était sur une liste de conseillers consulaires. Bon. Donc, il faut pas avoir cette attitude-là. Sinon, c'est là qu'on se fait bouffer, si vous me passez l'expression, qu'on se fait marcher dessus, qu'on se fait mettre sur le repli. Mais j'insiste bien, il ne faut pas non plus, du coup, être agressif, comme Hélène l'a souligné aussi. D'ailleurs, il faut pas se laisser intimider. Ça me paraît très important. Je pense Voilà. que c'est une belle conclusion, absolument. Merci. Sur ces belles paroles, merci encore beaucoup à Hélène, merci à Claude Léa aussi pour l'organisation de ce temps d'échange. Je pense que c'est très très précieux de pouvoir avoir ce retour d'expérience, tous ces conseils et votre voilà votre regard. Oui, tout ce que tout ce que vous nous avez dit, je sais pas comment conclure parce que en fait c'était tellement riche il y aurait beaucoup de choses en tout cas j'en retire beaucoup de choses et j'espère que tout le monde aussi autour de cette table, enfin de cet écran. Donc merci beaucoup Hélène. Merci à toutes et à tous aussi de vous être connectés. Je ne sais pas si Hélène, vous voulez conclure, dire
dire un dernier mot? En tout Ah non, cas, c'est un plaisir d'abord de vous voir et puis je vois que Augustin est connecté aussi. Je vois Andrew, Franck, enfin bien sûr, voilà, parce que, et toutes celles qui ne se sont pas, bonjour Augustin, qui ne se sont pas exprimées, mais voilà, qui sont tous des amis et je crois que nous menons tous les mêmes combats, nous allons tous dans le même sens. Donc si ce que j'ai réalisé peut servir d'exemple ou de modèle, eh bien je crois que tout le monde mérite d'avancer et je crois que c'est notre solidarité qui nous permettra de le faire. En tout cas, je reste mobilisée pour vous. Et merci merci pour l'invitation et j'espère que voilà, je crois que nous avons enregistré le webinaire, donc ça peut être peut-être partagé avec d'autres et leur donner envie de s'engager. Et ça sera très bien. Merci Hélène, merci à tout le monde. Bon dimanche à tous et bon week-end à vous. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.